Sur Internet, je trouve qu'il est extrêmement rare de voir des gens en train de penser. Il y a le résultat de pensée, c'est-à-dire des gens qui ont pensé et qui donnent leurs conclusions et qui l'affirment et qui font des définitions, qui expliquent ce qu'un mot veut dire, ce que cela implique, et puis des choses très complexes parfois. Mais des gens en train de penser, c'est très rare. Alors est-ce que c'est parce que j'arrive pas à les voir? Est-ce que c'est parce que c'est tout simplement inintéressant? Donc en fait, le jeu des algorithmes fait que ça disparaît d'Internet, un peu comme mes propres vidéos YouTube qui sont très peu vues. N'empêche que ça crée déjà le fait qu'on voit pratiquement jamais des gens penser. Et déjà dans la vraie vie, en fait, dans la vie de tous les jours, déjà des gens intelligents, c'est assez rare. Mais des gens qui ont le temps, en plus, c'est très rare. Et puis des gens qui ont le temps, qui sont intelligents et qui en plus nous font l'honneur de penser avec nous ou de penser à côté de nous, c'est très rare. C'est très rare que dans une discussion, en fait, l'autre soit en train de manœuvrer. Et moi, je trouve que c'est ce qui est le plus précieux. En tout cas, en moi-même, quand j'ai ce sentiment que c'est là que la discussion a le plus d'intérêt. Et j'ai employé ce terme manœuvrer. Pourquoi? Parce que une pensée qui n'a pas d'espace pour bifurquer, pour ralentir, changer d'angle, aller dans une direction un moment, rechanger d'angle, re-aller dans une autre direction un moment, pour finalement continuer sur peut-être sur la première voie initiale, eh bien ça c'est une pensée qui est en train de manœuvrer, comme on manœuvre un véhicule, parce que j'ai une vision très géométrique, donc si la pensée est un champ ou un espace dans lequel il y a des espaces inconnus, nous on est dans un certain espace, eh bien on peut se rendre de plus en plus dans un espace de plus en plus inconnu. Et si on n'a pas la capacité de manœuvrer, c'est qu'on ne se rend pas dans un espace inconnu, c'est qu'on se rend là où on le sait, là où on sait qu'on va aller. Alors on pourrait imaginer que peut-être il y a parfois une pensée où on ne sait pas où on va aller, mais on y va tellement tête baissée que finalement on va dans un espace inconnu. Peut-être un espèce d'acte de folie qui dépend de règles sous-jacentes. J'aime beaucoup les pensées qui ne savent pas ni où elles vont aller, ni quel est le plan, ni voilà, qu'il n'y a pas de choses construites préalablement, si ce n'est des règles. Et c'est souvent des règles morales. Il est bon d'avoir plus de je ne sais quoi, moins de je ne sais quoi. Et puis on cherche à aller dans cette direction et ça ressemble beaucoup à une simulation. C'est-à-dire qu'on fait une simulation dans notre tête à partir des éléments déjà présents. On rajoute des règles et on regarde ce qui se produit. Bref, là je suis confus, mais justement, je pense que je suis en train de réfléchir avec vous. Évidemment, j'ai pas pu tout réfléchir toute ma vie avec vous. Ce serait une perte de temps encore plus grande pour vous de suivre toute ma vie. Mais je trouve que ça a une valeur de voir quelqu'un en train de réfléchir et d'essayer d'élaborer sa pensée. Parce qu'en fait, on ne voit jamais, pratiquement jamais, des gens penser. On voit des gens qui ont des solutions toutes faites. Et ça, d'ailleurs, ça crée, pour moi, personnellement, une espèce de honte. Un mélange de honte et de frustration. C'est que j'ai honte de vous partager ces vidéos. Mais dans le fond, il n'y a rien d'honteux. Dans le fond, je vois rien d'honteux. La seule chose que je vois... Si c'est honteux, c'est parce que systématiquement sur Internet, c'est pas ce type de pensée. Ou plutôt, c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui nous dit, il a quelque chose à dire, il nous fait une belle présentation, une belle introduction un peu aguicheuse, et ensuite il approfondit, et tac, il sait ce qu'il doit dire. Moi, je ne sais pas ce que je dois vous dire. D'ailleurs, je ne dois rien vous dire, en réalité. Et je pense que d'un point de vue personnel, évidemment, ça varie parfois. Parfois, c'est plus pour une volonté de ne pas être seul, comme trouver un interlocuteur avec ma caméra. Mais parfois, c'est aussi la volonté de faire transformer cet objet, ou plutôt de donner un objet à cette pensée. C'est-à-dire que la pensée est toujours quelque chose d'assez flou, d'assez potentiel. Il y a beaucoup de pensées qui sont en potentiel. Et en mettant des mots, ça la met en acte déjà. Donc en parlant à ma caméra, ça met déjà un acte sur cette pensée. Elle obtient tout d'un coup des contraintes. Il y a des contraintes même dans le cerveau, mais il y a une addition de contraintes, c'est le langage. Et puis elle obtient d'autres contraintes, c'est le temps. Je ne peux pas vous parler 1 milliard d'années là. Et puis voilà, des contraintes de phonétique,
de passer par l'articulation de mes lèvres. Et puis, alors ça c'est la première transformation, et seconde transformation, elle en devient un objet. Alors c'est un objet numérique, ça devient une vidéo que je mets sur internet, mais ça devient un objet. Donc cette pensée subit des transformations. Et vous voyez, je crois que ces transformations font partie d'une potentielle manœuvre. Comme je disais, tout d'un coup il y a un élan qui nous fait avancer dans une direction, et puis hop, pour voir si c'est la bonne direction, on change d'axe, on avance un peu, on recule, on change d'axe, on avance un peu, on recule, donc on manœuvre. Eh bien, une de ces formes de manœuvre, donc de changement d'axe, ça peut être de changer la nature de cette pensée. Une pensée qui est purement mentale, tout d'un coup devient une pensée en verbe, une pensée en langage, avec tous les problèmes que ça implique, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis finalement, cette pensée en verbe devient une pensée en objet. Ça devient un objet accessible sur un serveur de YouTube. Et bien ça, c'est des bifurcations, c'est des changements d'axe. Et bien ces changements d'axe, ils sont intéressants justement pour penser. Et donc, à titre personnel, je crois que filmer ma pensée et vous la donner sur internet, ça sert de digesteur ou de manœuvreur, c'est-à-dire que ça permet de manœuvrer dans cette pensée, ça permet d'essayer des axes. Et l'intérêt que vous avez, vous, en tant que spectateur qui regardez cette pensée, vous êtes comme des sortes d'enzymes, comme si un objet pensé, vous voyez la pensée en pensée, elle a des propriétés, la pensée en acte, en langage, elle a des propriétés. Et bien la pensée en objet, une de ses propriétés, c'est qu'elle peut être prise par d'autres, prise par vous, ou vue par d'autres. C'est déjà le cas de la pensée en langage. Quoique, ouais, non, ça en devient un objet. Ah, je sais pas. La frontière entre la pensée en acte, donc en langage, et la pensée en objet, elle est assez floue. Mais eh bien, du coup, vous me servez comme d'enzymes, c'est-à-dire les nutriments, pas les nutriments, les petites créatures qui vivent dans notre estomac, qui nous permettent de digérer des choses. Et parfois, ça nous rend malade. Parfois, nos symbiotes, nos créatures symbiotiques qui existent à l'intérieur de nous réagissent différemment de nous-mêmes. Et du coup, est-ce que vous êtes quelque part mes symbiotes de pensée? Est-ce que vous êtes... Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai entendue sur la cognition récemment. Est-ce que vous êtes une partie de ma cognition externe? C'est possible. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement quel est l'effet du fait que d'autres yeux voient ce que je dis, mais évidemment il y a des effets. Déjà ça introduit tous les principes de propagande, tous les principes de censure aussi, parce qu'en interne c'est beaucoup plus facile de résister à la censure. Mais là que je sais que l'objet que je produis, que ma pensée est transformée en objet, elle va être accessible par des êtres qui font partie de la même société que moi, qui peut éventuellement me mettre en prison, me condamner à mort ou je ne sais quoi, eh bien ça implique du coup la censure. Donc il y a tout à coup toute une série de nouveaux éléments qu'il n'y a pas dans la pure manœuvre mentale. Donc le fait de le transformer en objet, ça fait changer cette pensée. Bon, je conçois que ça soit une pensée assez lourde, et peut-être que je vais finir. Non, je vais pas finir, j'en sais rien si je vais finir. Mais voilà, donc... Alors là, c'est récursif. Et je vous avais dit que je me méfiais des récursions, parce que en fait, je parle du fait que je vous parle. C'est vrai que je me méfie des récursions. Donc le fait qu'une pensée pense d'elle-même, mais en réalité, il y a très peu de choses qui ne sont pas récursives. Donc il n'y a pas beaucoup de choses desquelles je ne me méfie pas. Et quand je vous dis je me méfie de la pensée récursive, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas souhaitable. Ça veut dire qu'il faut remarquer. Je ne sais pas s'il faut remarquer, mais c'est un élément remarquable de certaines pensées. Et souvent, le danger de la pensée récursive, c'est qu'elle peut boucler à l'infini. Elle peut boucler à l'infini. Est-ce que c'est un danger ? Je ne sais pas. De toute manière, nous sommes des êtres mortels. Donc la boucle à l'infini, elle n'est pas si menaçante, quoi. Un jour, même si je passe toute ma vie à boucler sur une question, je veux dire, je vais pas vivre éternellement.
D'un point de vue universel, ça n'est pas une très grande menace. C'est d'un point de vue personnel que c'est une menace. Tiens, il y a un énorme tas de rochers. Ça donne envie de construire des villes sur les rochers. Un tas de rochers. Ou construire des belles citadelles et des belles cathédrales. Alors il est clairement artificiel, dans le sens où on voit que les rochers ont été déplacés et entassés ici. Hier, je vous ai fait une petite vidéo où je vous parlais d'art mais surtout des réseaux sociaux et du fait que, voilà, que les viewers sont des navets et que moi je suis un cerf et puis le seigneur c'est le propriétaire du réseau. Et j'ai tiré cette pensée et à un moment on peut croire que je romps ma pensée et que je vais sur un autre sujet. Je vais sur le sujet de faire une sculpture, ça occupe de l'espace. Donc c'est une violence faite au monde, parce qu'il y a une concurrence entre les individus pour l'espace, alors que faire un texte ou faire quelque chose de numérique, il y a très peu de concurrence, vous voyez. La place numérique, il y a une place énorme, donc il y a peu de concurrence, donc il y a peu de valeur. Le fait que j'ai 1 Tera de mémoire où je peux enregistrer des vidéos, ça n'embête personne. Je peux encore faire 2 Tera, 3 Tera, 4 Tera. Pareil dans un calepin, je pourrais écrire pendant des années et des années sur un calepin. Par contre, quelque chose où il y a énormément peut-être de... Voilà, si j'écrivais sur la Lune en géant, alors là, il y aurait concurrence, il n'y a pas 30 000 lunes. Bon, là, on est sur un truc tellement abstrait. Enfin, tellement... Enfin, pas tellement, parce qu'il y a eu des projets d'écrire des choses sur la Lune. Mais, vous voyez, la sculpture, eh bien, il y a une concurrence matérielle. Parce que l'espace est précieux, parce que les autres veulent en faire quelque chose. Et en réalité, c'est la même réflexion, c'est-à-dire, c'est une réflexion sur le pouvoir et sur le fait qu'on nous donne... Je vais redire ce que j'ai dit, comme ça peut-être ça va l'ancrer petit à petit. Je ne veux pas être une somme d'addition numérique qui n'occupe aucune place. Cette vidéo par exemple, elle va finir par devenir ça. Elle va devenir un objet numérique, mais c'est rien, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Et donc on peut, comme ça, entasser des milliards d'êtres humains de cette manière. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi personnellement, à titre personnel? C'est-à-dire qu'on me fait croire que j'occupe un espace, alors qu'en fait je n'occupe aucun espace. Et donc, quelque part, c'est de la fausse monnaie. On m'a donné quelque chose qui n'avait pas de valeur, en me faisant croire que ça avait de la valeur. Et vous voyez ma sculpture, elle est toute petite dans sa représentation. Eh bien ça, c'est une affirmation, je l'avais dit en live il y a pas si longtemps. Je sculpte petit parce que je n'ai pas la puissance de sculpter grand. Donc là, c'est un aveu de faiblesse. Mais déjà sculpter, c'est déjà un aveu de force. C'est prendre dans l'espace quelque chose. Alors que écrire dans un carnet ou dessiner sur une feuille, c'est un aveu de faiblesse encore plus grand que sculpter petit. C'est... Quelque part, c'est libre. Tu as le droit de dessiner. Oui, tu as le droit. Comme si, en fait... Mais en fait, c'est pas que tu as le droit. C'est que tout le monde s'en fiche parce que tu ne viens prendre l'espace de personne. En gros, tu as le droit de faire les choses qui n'embêtent personne. Et ça ressemble beaucoup à pas mal de pensées sur la liberté d'expression. Tu as le droit de dire des choses puisqu'en fait, tu n'as aucun pouvoir. Si tu n'as aucun pouvoir, tu as le droit de dire des choses. Mais si les choses que tu dis ont tout d'un coup un effet, tu n'as plus le droit. Et ce droit disparaît. Ce droit s'efface. C'est-à-dire que ce ne sont pas des libertés en réalité. Tu es libre sous contrainte. Tu es libre puisque, en fait, cette liberté n'a aucun effet. Mais la liberté, n'est-ce pas précisément la possibilité de produire un effet? C'est-à-dire qu'on a falsifié. On a falsifié la liberté. On a dit tu as le droit d'écrire et de dessiner tant que tu veux. Mais on t'a dit ça et on te laisse le faire puisqu'en fait ton dessin et ton écriture n'a aucun effet. N'a aucun impact sur les autres. Quelque part, c'est comme si ça n'existe pas. On passe par l'intermédiaire d'un espace virtuel pour te donner la liberté. Et avec la métaphore du jeu vidéo, mais c'est même pas une métaphore parce qu'on le vit tous les jours. Des milliers de gens ont une activité sur les jeux vidéo où ils peuvent se permettre de faire des choses. Ils peuvent se permettre d'assassiner, de vivre des aventures, de faire du feu dans la forêt.
Dans plein de jeux vidéo, on fait du feu dans la forêt. Mais là, n'est-ce pas donner aux gens le droit de faire du feu sous forme d'une fausse monnaie? C'est-à-dire qu'on leur donne un facsimilé de faire du feu, et du coup ils obtiennent comme ça en partie la sensation d'avoir la liberté de faire du feu, alors qu'ils n'ont pas la liberté de faire du feu. Et vous voyez, il y a une autre chose, c'est dans ce monde justement où des millions d'êtres humains et bientôt des milliards vont vivre leur vie par procuration dans du virtuel, et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, et comme je disais, avec le dessin et l'écriture tout simplement, sur un calepin sans penser à l'informatique, c'est peut-être déjà le cas. Mais en tout cas, visiblement, on tend de plus en plus vers ça. Eh bien, les industries qui performent, c'est celles où on peut copier à l'infini des choses. Donc la musique, elle est bien plus rentable quand on l'enregistre et qu'on peut la copier à l'infini. Le jeu vidéo est copiable à l'infini. Les films sont copiables à l'infini. Les dessins aussi. La sculpture, on peut un peu avec des modélisations justement. Une partie des jeux vidéo utilise un facsimilé de sculpture. La modélisation 3D, c'est un facsimilé. D'ailleurs, je vais peut-être vous raconter des cauchemars, surnaturels, métaphysiques que j'ai eu, très étranges et très difficiles à décrire sur la 3D. Donc, en sculpture, j'ai l'impression que c'est quelque part un des derniers bastions. Il y a aussi, il reste des arts physiques là-dedans. C'est un art qui est quand même très physique. Le chant, la musique, quand elle est jouée, c'est encore le cas. Et voyez, ma sculpture, si elle a une grande réputation, c'est pas pour sa sculpture. C'est pas pour la sculpture qu'elle a une grande réputation, ma sculpture. Pas grande, j'ai dit grand, tout est relatif, mais qu'elle a été vue par, disons, 30 millions de personnes, je sais pas, j'ai une vidéo qui a fait 24 millions et plusieurs qui ont fait 10 millions. Bon, elle a été vue par des millions d'êtres humains, mais c'est pas la sculpture qui a été vue, c'est l'objet filmé. C'est le film qui, lui, peut être copié à l'infini. C'est celui-là que les gens ont vu. Et ça, finalement, c'est très peu de puissance, c'est très peu de réalité physique. C'est un monde virtuel où rien n'a de sens, rien n'a de frontières, rien n'a de bordure, rien n'a d'existence propre. Et là, peut-être que c'est le bon moment pour bifurquer vers un cauchemar, ou vers des cauchemars un peu métaphysiques que j'ai eus. J'ai souvent plein de... J'appelle ça des cauchemars, mais je sais même pas, c'est ni effrayant, ni c'est une espèce de vide où on est perdu, c'est plus une errance métaphysique. J'en ai souvent avec le temps, et je pense que tout le monde en a. Puisque le temps, on a extrêmement de mal à comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vraiment je vis dans le présent, ou est-ce que tous mes présents vivent en même temps, et moi je suis comme une tête de lecture qui va d'un présent à l'autre, mais en fait... Du coup, est-ce que je suis juste cette tête de lecture qui navigue dans le temps, et en fait, cette chose qui est François Montou, ou que sont mes mains et ce rocher que j'estime être moi et les choses avec lesquelles j'interagis, en fait, c'est pas moi, et moi, je suis que cette vision qui se poursuit dans le temps. Est-ce que le temps boucle? Enfin, tous ces questionnements. Et dans le fond, c'est parce qu'on a très peu on croit qu'on a très peu de prise sur le temps. Du coup, on a souvent ces espèces d'errance métaphysique sur le temps, à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est projeté comme ça dans le temps. Alors que sur les volumes, on croit beaucoup plus, il faudrait réfléchir à pour quelle raison, mais on croit beaucoup plus qu'on a prise. Parce que je prends ce bout de bois et je le bouge, et du coup je crois que je modifie l'espace ou des choses dans l'espace. Alors que dans le temps, je n'arrive pas à croire que j'ai des prises. Alors qu'en fait, l'espace a quelque chose d'aussi effrayant. C'est tout aussi effrayant, l'espace. Mais justement, j'ai du mal à vous mettre des mots. Je peux passer justement par l'intermédiaire de simulation d'espace. Et c'est normal, parce qu'en fait, le langage est une simulation. Mais il y a des simulations mathématiques d'espace, donc c'est la 3D, ce qu'on appelle la 3D, donc les jeux vidéo en 3D, ou alors simplement la modélisation 3D. Et récemment, j'ai scanné des parties de ma sculpture, donc avec plein de photos, et puis avec des logiciels qui agglomèrent ces photos, qui analysent les différences de contraste, et qui arrivent à reproduire un objet tridimensionnel, donc une simulation de 3D. Eh bien,
j'ai été confronté à cette simulation de 3D, ça fait longtemps que je manipule les objets en 3D de manière numérique, et j'ai été confronté à un moment où le programme a un peu de problème. Pour vous faire simple, si je fais un cube en 3D, c'est facile, c'est des points, donc des coordonnées x, y, z dans l'espace. On relie ces points par des axes, donc par des droites, et puis après on ferme des espaces occupés par ces droites, enfin des plans occupés par ces droites, par des polygones, par une surface. Donc c'est des points, des droites, des surfaces, et puis ça forme un cube ou une sphère ou une forme en trois dimensions. Alors très bien, on se dit, bon bah j'ai un cube, voilà j'ai un cube, sauf que il n'y a rien d'un point de vue informatique qui permet de dire ce qu'est l'intérieur et ce qu'est l'extérieur du cube. Il n'y a pas d'existence de l'intérieur, et il n'y a pas d'existence de l'extérieur. Il n'y a que les points, les droites et les surfaces, mais rien ne dit que c'est l'intérieur ou l'extérieur. Alors que là, intuitivement, je dis, bah là c'est l'extérieur du rocher, et là dedans ça doit être l'intérieur. Dans un rocher pareil, modélisé en 3D, il n'y a pas d'intérieur. Évidemment, je pense qu'il doit y avoir des modèles qui tentent de modéliser les intérieurs avec les pressions et tout ça. Mais dans une modélisation comme on les utilise pour les jeux vidéo ou pour avoir un enregistrement de la forme, de la surface en fait, il n'y a pas d'intérieur et il n'y a pas d'extérieur. Et quand on fait juste de la modélisation, ça pose pas trop de problèmes. Et puis en général, le programme, je sais pas exactement comment il fonctionne, mais en gros, il va estimer que tout ce qui est... Je pense qu'il va faire une sorte de sphère, et il va tirer des rayons à partir de cette sphère, et dès que ce rayon croise une surface, bah, là-dedans c'est dedans, et puis en dehors, tant que ça n'a pas croisé, c'est l'extérieur. Et du coup, la lumière se propage à l'extérieur si on met une simulation de lumière, etc. Sauf que si c'est une forme beaucoup trop complexe, avec des ouvertures, avec des fentes, c'est-à-dire que le maillage est troué, le réseau de points et de droites est troué, et bien là, le logiciel n'arrive au bout d'un moment plus à savoir ce qui est dedans et ce qui est dehors. Je dis ça parce que ma ville est une forme très complexe, avec des intérieurs et des extérieurs qui sont flous. Vous voyez, tous ces bâtiments avec des arches, plein d'arches comme ça. Et bien à un moment donné, le logiciel, il ne sait plus quelle face du pilier, c'est l'intérieur ou l'extérieur. Nous, on sait que c'est un pilier, mais pour le logiciel, c'est juste des points et des surfaces. Et du coup, j'ai été confronté à ce problème parce que j'ai imprimé en 3D. Et dans l'impression 3D, bah, le logiciel a besoin de savoir où c'est la matière et où c'est pas la matière. Et si on met un nuage de points avec des droites complètement incohérents, avec des intérieurs qui sont inverses à des extérieurs, enfin, en gros, plus rien ne permet de définir ce qu'est l'intérieur et l'extérieur, eh bien, la machine ne peut pas marcher. Elle peut pas mettre de la matière juste elle a besoin d'un espace, justement, elle a besoin de savoir où est la matière. Et du coup, voilà, c'est parce que j'ai un peu travaillé là-dessus. Voilà, je suis désolé, ça devient... Déjà que c'était obscur, je pense que le fait de parler de sujets pointus comme ça, c'est encore plus obscur. Mais ça vous concerne vous aussi, parce qu'en réalité, c'est des vertiges métaphysiques liés aux dimensions. Hein. Et dans le fond, le vertige qu'on a face au temps est similaire au vertige qu'on peut avoir face au volume. C'est-à-dire que où s'arrête le volume, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une unité primordiale d'espace ou non, et même s'il y avait une unité primordiale d'espace, quel sens ça a d'avoir une unité primordiale d'espace? En fait, quelque part, c'est ce vertige métaphysique entre quelque chose qui est pensé et quelque chose qui est vécu. C'est-à-dire qu'on vit l'espace et le temps, voilà, on vit comme ça, et puis on a des modèles pensés de ce qu'est l'espace et ce qu'est le temps. Et quand on cherche à trouver l'endroit où en fait ça se connecte, c'est-à-dire que, ah oui, bah en fait ce que je pense c'est ce que je vis, eh bien on ne le trouve pas. On ne trouve pas le moment où ça se connecte vraiment. Où vraiment cette unité de choses, c'est la même que j'ai pensée, la même que j'ai vécue. Et peut-être qu'on la trouve justement dans ce qu'on appelle le vécu, c'est-à-dire une sorte de sensation pure d'être. Ça, quelque part, l'objet physique de mon vécu et l'objet mental de mon vécu, c'est le même. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la conscience? Je sais pas. Mais l'objet... je sais pas si c'est un objet ou l'entité que je nomme, donc mentalement, avec ce terme, mon vécu, ma sensation d'exister, et puis cette entité que je ressens d'un point de vue vivant, donc qui n'a pas de mots, et bien là j'ai l'impression que c'est connecte.
Mais dans le fond, on n'en sait rien, on ne sait pas. Et beaucoup de vertiges métaphysiques viennent de cette problématique, justement, de la conscience, qui produit du langage et un espace mental, on pourrait même dire un espace-temps mental, et on n'arrive pas à le connecter réellement à notre espace et à notre temps vécu. On ne sait pas vraiment s'il y a une réelle connexion. Voilà, donc une nouvelle petite élucubration. Je crois que ça me fait quand même du bien de dire mes pensées, parce que c'est même pas dire mes pensées, c'est penser. C'est ce que je vous disais au début. C'est même pas dire, je vous dis pas mes pensées, je pense en fait avec vous. Pas avec vous, avec la caméra, mais quelque part, comme je vous ai dit, vous êtes mes enzymes derrière. Donc quelque part, c'est avec vous. Vous êtes mes symbiotes, c'est plus joli de dire symbiote. Mais ouais, parce que j'ai finalement peu l'occasion. Je pense beaucoup tout seul. Et le fait que je vois des gens qui viennent voir ma sculpture me fait croire que je vois des gens, alors que je sais pas si je vous l'ai dit récemment ou pas, mais en fait je me sens beaucoup plus seul depuis que je croise des gens. Est-ce que je mets les bons termes sur ce que je ressens? Est-ce que c'est réellement de la solitude? De quoi s'agit-il exactement? Je ne sais pas. J'ai aussi entendu beaucoup de théories qui disaient que Instagram crée des dépressions, bon, surtout chez les jeunes filles. Donc, je crois pas que c'est ce type de... que c'est ça qui m'affecte, mais peut-être. Quand même, c'est possible. Il y a un principe mathématique qui... Mais est-ce que ma solitude est mathématique? Vous voyez, c'est un ressenti, je crois pas que c'est mathématique, mais il y a un principe mathématique assez intéressant. J'ai, disons, je sais pas, 100 personnes qui viennent interagir avec moi, réellement. Donc, où je me dis, ah bah, du coup, je suis pas seul, d'autres êtres humains existent. Mais ça, je le mets en rapport avec le potentiel d'êtres humains que je pourrais croiser. Évidemment, du coup, c'est très mathématique. Est-ce que c'est vraiment ça que je ressens? Je sais pas. Mais en gros, si vous êtes tout seul dans la forêt, que vous croyez que personne n'existe aux alentours, mais que vous croisez quelqu'un, vous vous dites, ah bah, il y a des gens. Et du coup, vous vous sentez pas seul. Et du coup, Instagram fait l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai des millions de gens. Théoriquement, il y a des millions de gens qui voient ce que je fais et qui potentiellement interagissent avec moi. Des millions, et des millions, et des millions, et des millions de gens. C'est ce qu'indiquent les chiffres. Et pourtant, peu de gens interagissent. Directement, c'est-à-dire partagent l'existence avec moi. Ce qui, du coup, crée un décalage beaucoup plus grand. Ça ressemble beaucoup à ce que Sénèque dit de la richesse. La richesse, c'est pas une quantité, c'est un écart entre notre aspiration à être riche et ce qu'on possède. C'est-à-dire que si on veut pas être riche mais qu'on a beaucoup, et ben alors on est très riche. Si on veut être très très riche mais qu'on a moyennement, on est très pauvre. Vous voyez, c'est l'écart qui produit cette sensation d'être riche ou non. En gros, la richesse n'est pas, en tout cas vécue comme un sentiment interne, pas vu de l'extérieur, parce que vu de l'extérieur on peut estimer, lui il attend, et on met des chiffres, mais de l'interne, cette sensation d'être riche n'est qu'un écart. Eh bien, est-ce que ces très grands chiffres d'Instagram ont créé un écart, pas exactement du même type, mais aussi un écart? C'est-à-dire, il y a un potentiel d'êtres humains qui m'ont vu, et pourtant il y a un nombre d'êtres humains qui interagissent, ou qui existent plutôt que interagir, parce que interagir, vous allez croire que c'est les messages. Moi, comme je vous l'ai souvent dit, les messages écrits, bon, c'est très gentil, c'est très rare que j'ai eu la sensation qu'il y a une interaction avec des messages par écrit. En réalité, votre photo de profil crée beaucoup plus une interaction. C'est pour vous dire à quel point c'est relativement faible, mais il y a certains d'entre vous qui ont déjà beaucoup interagi, et je reconnais votre photo de profil, et donc je me dis, ah, il y a un être humain, il m'a vu plusieurs fois, il a peut-être évolué de son côté, peut-être que je suis juste comme un être étrange qui apparaît de temps en temps, sans doute que c'est ça, mais ça, rien que le fait de revoir des photos de profil de gens qui commentent, ça me crée une sensation que vous existez. C'est très faible, à côté de quelqu'un qui vient physiquement ou qui existe, voilà, qui mange, qui rote, qui pète, voilà, qui existe dans le même espace que moi. Mais alors que le texte finalement c'est extrêmement virtuel, du coup
Ouais, bon, ça c'est je dis mes problèmes du langage, mais non, ça devient des faits de mon vécu. Le langage a très peu d'importance. En tout cas, sous forme écrite, il a vraiment très peu d'importance. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Au revoir. Un prochain jour. Là, ça fait 2 jours que je me filme. Je pense que je vais me refilmer. Comme je vous le dis, ça me permet d'activer certaines fonctions de mon cerveau que j'ai l'impression de ne pas pouvoir activer avec la plupart des gens, du coup. Au revoir.